Bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate, une table de discussion entre trois résidents qui parlent de leur vécu. Cette semaine, on parle d'un sujet intéressant puis qui touche un peu toutes les spécialités, les patients difficiles. On espère que vous allez apprécier. Quand on parle de patient difficile, on s'entend, il y a différentes caractéristiques là, d'un patient difficile, mais moi, ce qui me vient directement en tête, c'est un peu au niveau interpersonnel, là, qu'on a une petite situation pas conflictuelle, mais qu'on a de la difficulté à aborder avec les patients. On parle pas du côté nécessairement médical de l'affaire, que c'est des cas challengeants en médecine, mais d'ailleurs, toi, tu avais l'air d'avoir des situations que tu voulais nous décrire là, qui t'ont marqué dans ton parcours. Je sais pas, on dirait que j'ai vécu plus de patients difficiles que vous en parlant avant l'épisode, mais je veux dire, le patient difficile est propre à chacun. Là. Je pense que c'est des patients qui viennent nous chercher à différents points, dépendamment de nos expériences, de notre personnalité, de notre degré de fatigue cette journée-là. Puis, je veux dire, en médecine, on nous avait beaucoup appris tout ce qui était stratégique, communicationnel, Oui. puis le concept d'échange, puis de transfert, contre-transfert. Et oui, c'est sûr que je veux dire, à l'intérieur de mes stages en ANES, je ne l'ai pas tant vécu parce qu'en général, ils dorment, mais je veux dire, en Non, c'est ça. pré-op... Difficile d'avoir des conflits avec eux quand ils sont endormis, sous anesthésie. Pourquoi ta pression baisse? Mais je veux dire, en pré-op, ça a toujours bien été, puis j'ai toujours vécu des super belles expériences. Mais dans mes stages en ectopique, je vous avouerai que j'en ai quand même vécu plus. Mhm. Puis on va en venir aux anecdotes personnelles, mais je vous dirais que il y a différents profils de patients, moi, que j'ai trouvé plus difficiles. Par exemple, bon, à l'urgence, c'est beaucoup les patients qui... je veux dire, c'est correct d'être particulièrement anxiogène, venir à l'urgence pour des choses qui sont pas tant indiquées pour venir à l'urgence, mais ce qui venait plutôt me chercher dans ces contextes-là, c'était par exemple des patients qui remettaient en échec tout ce que tu leur proposais, Mhm. que tout était déjà voué à ne pas marcher, Ouais. qu'il faut absolument faire tous les tests qui sont absolument pas indiqués par les concepts de choisir avec soin. Oui. Puis malgré le fait que tu leur expliques ça, ça reste difficile à comprendre. Je vous dirais que c'est un profil, par exemple, qui vient me chercher. Puis je sais pas si vous partagez ça un petit peu avec moi. Ouais, je suis quand même d'accord. Là, se faire mettre en échec, c'est une des choses qui... Pour moi, c'est un gros trigger, effectivement. Puis on en a régulièrement. Mais tu as amené un point aussi que je pense qui est important. Il y a aussi mon état d'esprit quand je vais voir ce patient difficile-là qui va rendre ça soit vraiment tellement plus difficile ou comme finalement c'était pas si pire. Là. Si j'arrive fatigué, stressé, avec comme un workload de plein de patients, ce patient difficile-là, il prend comme une place disproportionnée dans ma tête. Alors que si j'ai une journée plus tranquille, puis que j'ai le temps de m'asseoir et compagnie, on dirait que ça viendra moins me chercher, puis je vais être capable un peu mieux de désescalader la situation parce que tu as le temps de bien faire les choses, puis bien faire ton éducation au patient. Là. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça a dû vous arriver des fois. Tu rencontres un patient, tu vas rencontrer un patient que quelqu'un d'autre dans ton équipe a déjà rencontré, que ce soit ton patron, d'autres résidents. Puis on te dit à l'avance, lui, il est mal commode ou lui, ça va être un patient difficile. Ouais, Puis on dirait que ton mindset, en rentrant dans la chambre, est différent. On dirait que tu es comme prêt à te refermer. Le concept de contre-transfert est déjà prêt à se mettre en branle. Mhm. Alors que si on t'avait pas dit ça, je pense que tu l'aurais comme adopté d'une manière différente. Puis peut-être le patient allait être genre super chill. Puis C'est un couteau à double tranchant parce que quand on nous dit ça, je trouve que pour moi, si on est dans un bon état d'esprit, ça va nous aider à juste comme, tu sais, calmer l'atmosphère et prendre plus de temps, puis regarder exactement tu sais, de quelle manière aborder le patient, puis bien le faire pour qu'il se sente pris en charge. Mais dans une mauvaise journée, ça va juste nous refermer plus Exact. vite.
Ouais. Je sais pas si tu as une expérience plus particulière. Je sais que tu as fait des stages ectopiques récemment. Tu es en stage ectopique en ce moment. Ouais, ben, là, en ce moment, je suis en stage d'ORL, mais pour l'instant, la première semaine, ça a été basically de faire un stage de chirurgie de nuit de garde. Je te dirais qu'une des expériences, j'en ai deux en tête. La première, c'était justement dans un stage d'urgence à Sacré-Cœur, où on avait une patiente qui était connue pour des troubles douloureux fonctionnels de type polymyalgie, puis fibromyalgie plutôt. Puis, je veux dire, c'était comme sa 10e consultation à l'urgence et tout avait déjà été fait. Puis là, elle se présentait avec un tableau pas mal similaire. Puis tu fais ton examen neuro, il n'y a rien qui ressort. Tu n'as vraiment aucune indication de faire quoi que ce soit. Mhm. Mais la patiente, elle souffre. Puis elle te le fait comprendre. Puis je veux dire, elle pleure dans la salle d'examen. Puis elle hausse le ton pour te faire comprendre à quel point elle souffre puis qu'elle est en détresse à l'intérieur. Et elle te demande, bon, faites-moi une EMG, faites-moi une ponction lombaire, faites-moi un scan, un IRM, faites-moi quelque chose. Puis elle te demande d'être référée alors que, bon, elle n'a pas de médecin de famille. Ou elle avait un médecin de famille, pardon. Elle avait un médecin de famille, mais il avait 80 ans selon elle. Puis, il est trop vieux, il comprend plus les nouvelles recherches, les nouvelles évidences. Fait qu'il est plus up-to-date, puis donc il est pas bon. Elle avait aussi un neurologue qui aussi serait pas bon, qui serait trop vieux, Fait que c'est encore plus triggering quelqu'un qui a les ressources disponibles, mais qui les met en échec, puis qui parle des autres médecins de cette manière, parce que tu sais que, bon, tu vas probablement être le prochain. Oui. Puis je trouve ça difficile, cette situation-là, parce que je me dis... parce que tu as l'air de décrire un cas vraiment spécifique, mais ces patients-là, je les ai vus aussi à l'urgence, puis j'ai des cas que tu en parles comme si c'était comme les patients que moi j'ai vus personnellement. Puis c'est difficile parce que, mettons, un trouble fonctionnel, pour les patients qui souffrent de ça, des fois c'est très difficile pour eux de juste l'accepter. Puis quand tu rentres dans la salle, tu vois toutes les consultes, tous les scans qui ont été faits, les IRM, tout ça. Et tu sais qu'ils ont déjà vu un neurologue qui a déjà diagnostiqué ça ou qui ont déjà vu le bon spécialiste qui a déjà diagnostiqué la maladie. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Puis j'ai un patient justement qui me vient en tête plus durant l'externat. Puis ça, au lieu de juste... On sait comment ça va finir. On va probablement lui dire la même chose, puis le patient. Mais je pense que le patient, ce qu'il avait besoin cette journée, c'était plus d'être écouté, plus qu'une consultation. Puis juste de s'assurer qu'il avait tout dit ce qu'il avait à dire. Parce que souvent, ce que j'en comprends, c'est que les patients, quand ils voient les spécialistes, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas tout le big picture. Là, que, tu sais, j'ai parlé de ça à lui, j'ai parlé de mes symptômes tels à ces spécialistes-là, mais il n'y a personne qui a entendu toute l'histoire, puis ça se peut que ça change le diagnostic drastiquement. Puis c'est ce que j'avais fait. Ce patient-là qui n'était pas particulièrement difficile, mais je pense qu'il aurait pu être un patient difficile. J'avais juste pris le temps de... Puis à l'externat, on s'entend, on a plus de temps, on a moins de pression. C'était dans un stage d'urgence ou... Oui. Puis c'est juste prendre le temps, puis laisser le patient vider son sac, puis lui dire, écoutez, vous avez eu tous les spécialistes, vous avez eu toutes les investigations, mais on va quand même prendre le temps de juste s'asseoir, puis regarder s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut vous effrayer. Mais je vous dis d'emblée, comme probablement que vous avez tout ce que vous avez besoin, puis que le diagnostic va rester le même, mais on va prendre le temps, on va s'asseoir ensemble, puis on va refaire la questionnaire. Je pense que c'est pas une bonne utilisation des ressources, sérieusement. J'allais venir à ça. Mais... Parce que, je veux dire, c'est le genre de choses qui devraient être faites dans un bureau, selon moi. Exactement. Absolument. Et pas à l'urgence. Et vraiment pas à l'urgence. Exact. Quand tu as, par exemple, 80 patients qui n'ont pas encore été triés, puis que la nuit fait juste commencer. Oui, je comprends. Et c'est pour ça que je dis qu'en tant qu'externe, on dirait que c'est... Puis je sais pas s'il y a des externes qui nous écoutent, mais on dirait qu'en tant qu'externe, il y a moins cette pression-là. Puis je pense qu'on a plus le temps de faire ça, puis possiblement de faire une petite différence.
c'est beaucoup de l'écoute. Ouais. Puis je pense que c'est beaucoup de faire comprendre au patient qu'il est déjà pris en charge. Puis qu'on minimise pas les. Ça, c'est important. On minimise pas ce qu'il vit. Dans Non, le fond, pas le du tout. patient, ses douleurs, ses symptômes, l'impact que ça a sur sa vie, c'est réel. Mais reste qu'à l'urgence, dans ce contexte-là, on va pas être capable de lui offrir les réponses qu'il veut. C'est plus quelque chose du long cours. C'est Les surtout patrons, excuse-moi, je vais terminer avec ça, mais les patrons avec qui j'ai travaillé étaient très bons pour rappeler ça aux patients, dans le sens que, écoutez, on reçoit vos commentaires, on reçoit Oui. votre souffrance, puis on sait qu'elle est réelle, puis on la valide. On pense que les tests qui ont été faits dans le passé ont permis d'éliminer quelque chose qui est dangereux. En ce moment, le but de l'urgence, c'est d'éliminer quelque chose qui est dangereux puis qui a un potentiel de danger pour votre vie. C'est ça le but de l'urgence. Et en ce moment, on n'a pas ça dans votre cas, mais on va tenter d'organiser un suivi, on va tenter de vous référer à la personne en externe qui va pouvoir prendre plus de temps pour Exact. s'asseoir avec vous. Mais ça marche pas toujours. Mais même, même dans ces cliniques-là, là, j'ai fait mes stages de rhumato, qu'on fait beaucoup de cliniques externes, puis il y a quand même pas mal de fonctionnels qui finissent par arriver dans ces cliniques-là. Puis une des choses que je constate, effectivement, l'écoute, là, d'avoir le temps d'ouvrir le sac au complet, qui est dans un cadre qui est mieux que l'urgence, ça, c'est définitivement une des choses qui, je pense qu'il faut faire, mais c'est aussi... Puis en rhumato, est-ce que tu avais plus de temps aussi pour ça? On avait quand même pas mal de temps. Là. Mes patients, les attentes n'étaient pas nécessairement mis sur la table, mais quand on regardait l'horaire, puis le nombre de patients qu'on avait, puis combien on était, ça me donnait à peu près 1 heure par patient. Oh, Fait nice. que, C'est bien. C'est très bien. c'était attendu qu'on aille réviser les cas un petit peu la veille pour qu'on puisse commencer, pas prendre de retard. Mais c'est aussi de cadrer les attentes du patient, de dire comme, tu sais, si on reprend ton exemple tantôt, là, en fait c'est toi qui le disais, là, faites-moi un MG, faites-moi une ponction lombaire, puis de, ok, mais ça t'aidera pas quand on va faire ça. C'est pas comme si on allait soulager tes symptômes en faisant ça. On en a déjà fait un qui est revenu négatif ou c'est pas indiqué de le faire dans cette situation-ci. Puis mon objectif, c'est surtout, c'est pas de faire plein de tests puis qu'on n'arrive pas à une réponse, c'est d'essayer de soulager tes symptômes du mieux qu'on peut. Puis ça, c'est pas la voie vers laquelle on va réussir à cet objectif-là. Puis des fois, il y a des fois que pour moi ça a marché, mais il y a des fois que ça marche juste pas du tout parce que le patient veut vraiment avoir tel ou tel test. Mais comme vous le disiez, là, de recadrer, je comprends la souffrance que tu me décris, je l'entends. C'est pas que je ne te crois pas, c'est que je n'ai pas les outils qui vont répondre nécessairement à la souffrance de cette personne. Besoin, oui. Puis ça, tu parlais de catégorie de patients, puis ça en est une. Il y a aussi les patients plus agressifs qui, heureusement, moi, j'ai franchement pas... condescendant, ouais. Ouais. Franchement, moi, j'ai pas eu à interagir beaucoup avec ces patients-là. J'ai été chanceux, épargné, je veux dire, durant mes stages. Mais je sais pas si vous avez des histoires. Comment vous gérez ça? Moi, c'est les familles de patients, souvent. Les familles de patients, qui l'ont plus. C'était les patients en tant que tels, ça m'est jamais... pas que je me rappelle, ça m'est jamais arrivé. Mais, tu sais, j'ai une histoire, je n'irai pas trop dans les détails juste pour la confidentialité, là, mais un prototype qu'on voit souvent, le proche aidant qui est très inquiet de ce qui se passe, qui passe plusieurs nuits à l'hôpital, à mal dormir, avec... Puis là, tu t'arrives, là, puis tu le vois qui est craqué, qui est à bout déjà, puis la moindre chose qui change le plan de match, ça les fait comme réagir fortement. Il y a eu plein de façons que j'ai eu à le gérer. Là. Dernièrement, ça a été... On était plusieurs consultants dans le dossier avec la grosse pyramide, fait que ça fait comme... Il va y avoir une vingtaine de personnes médicales qui venaient voir cette famille-là par jour. La stratégie, ça a été de dire comme on met une personne sur le dossier. Le patron aussi peut venir. Dans les consultants, il y avait aussi juste une personne qui allait juste pour comme réduire un peu la charge, les informations conflictuelles qu'on donnait. Mm-hmm. Déjà ça nous a beaucoup aidé. Puis c'est... Mais ça clashait à quel point avec la famille? Est-ce que c'était au point d'en venir aux insultes ou c'était juste « Ah, mais comment ça, vous changez le plan? » Puis, jamais au point des insultes, mais au point... je vais tu sais, du name dropping, là, genre je vais appeler tel docteur un tel, lui il va être capable de changer mes affaires, puis je vous fais plus confiance, puis c'est comme... Du challenging. Ouais, c'est vraiment, puis un peu de la mise en échec, mais c'est pas à proprement
parler pour moi, c'était pas de la mise en échec, très réactionnaire, très intense. Ça te fait réaliser que finalement, il y a de la fatigue aussi là, dans la famille qui s'accumulait, puis ça te le met bien en évidence. Mais cette fois-là, ça a été vraiment juste de dire on va comme optimiser nos communications là, avec cette famille-là pour comme, se mettre dans des conditions gagnantes. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Là. Puis souvent, dans ce genre de contexte-là, pour en avoir vécu, ce qui marchait bien aussi, c'était que les équipes médicales se rencontraient avant. Oui, aussi. À faire des rencontres des réunions multi pour que tout le monde va dans la même direction. Alors que quand il y a la neuro qui dit « Ouais, je pense que le scan cérébral serait pas vraiment indiqué chez vous », mais que l'interniste dit « Ah, je pense que bon, ça serait la prochaine étape de faire un scan cérébral », ça peut être compréhensible, cette frustration-là de la part des patients, alors que quand tout le monde rame dans la même direction, à ce moment-là, il y a moins source à ça. Oui, effectivement. J'avais travaillé avec l'équipe de neurologie à Sacré-Cœur, puis je trouvais que ça, c'était une des forces de ce milieu-là, c'est que ils ont des réunions assez fréquentes entre toutes pas les disciplines, mais les professionnels. Puis tout le monde parle des patients ensemble. Puis c'est plus comme... c'est vraiment smooth quand tout le monde se parle. Puis les patients, je trouve, en tout cas, je trouvais qu'ils étaient mieux pris en charge parce que tout le monde allait dans la même direction. C'est juste pour racher sur le point. Puis je pense que ça, c'était une équipe qui réussissait bien. Mais je pense que ça prend aussi la motivation de tous de le faire. Ils sont sharp, je trouve, à Sacré-Cœur. Dans toute cette sphère de l'organisationnel, là, je pense qu'ils l'ont vraiment bien saisi. Oui, effectivement. Ouais, puis je veux dire, moi, par rapport à des expériences avec des patients franchement désagréables et condescendants, je veux dire, j'en ai vécu là dans mon mois de nuit de médecine interne à Maisonneuve-Rosemont. Un patient en particulier qui vient d'être diagnostiqué genre avec un encystémie, qui est en attente de sa choro le lendemain, puis qui a sa perfusion d'héparine, ou je veux dire, il est sous héparine, puis le gars, genre à 3 heures du matin, il décide de se réveiller, puis il faut que je m'en aille. Ouais. Puis, je veux dire, la première chose que tu veux éliminer à ce moment-là, c'est juste qu'il soit en délirium, qu'il soit particulièrement confus, qu'il soit en sevrage. Es-tu apte, en fait, à quitter Exact. aussi? Mais le gars était tout à fait là, orienté, apte, il comprenait les conséquences de toutes ses actions, puis ses décisions, mais il voulait juste s'en aller. Puis, tu lui dis, bon, vous savez... vous avez quand même fait une crise cardiaque, là, puis vous avez un examen important à venir. Puis ils s'en foutaient. Puis au début, c'était ma collègue qui l'avait vu. Puis là, quand c'était devenu particulièrement difficile pour elle, puis pour le nursing à ce moment-là, ben, j'ai décidé de venir donner un coup de main. Puis j'étais un petit peu plus confrontant là, dans la manière que je l'ai abordé. Puis j'ai dit, bon, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé? Puis là, quand tu creusais, ben, tu réalisais que le gars, il voulait aller fumer. Le classique. Ouais. Puis là, toi, t'es un peu mal pris là-dedans parce que, bon, t'es R1, t'es même pas résident en médecine interne. Le gars a quand même fait une crise cardiaque. Tu le sais, le tabac, c'est pas bon. Mais, puis il refusait toute thérapie de remplacement, là, comme il veut juste aller fumer. Fait qu'au final, j'ai accepté. Puis le gars, il allait fumer sa cigarette. Puis on avait comme convenu avec lui qu'il allait être accompagné par quelqu'un de la sécurité, qu'il allait prendre son temps, mais qu'il allait revenir, puis qu'après ça, on allait être... Je veux dire, on allait être d'accord pour ce plan de match. Puis il a accepté. Fait que finalement, il allait fumer, puis je suis resté dans le département parce que j'étais un peu stressé, est-ce qu'il allait revenir ou pas, ou il allait juste partir en courant. Mais finalement, il est revenu, il est retourné dans sa chambre, il s'est assis, il s'est couché, puis ça a fini par bien été, mais ça, j'ai trouvé ça quand même difficile. Puis je sais pas si vous avez vécu ce genre de patient-là. Moi, on dirait que... Maintenant, je les enregistre plus, ces situations-là, mais il y a une phase que je trouvais ça super confrontant, jusqu'à temps que je m'assois avec un patron donné pour en discuter. Là, comme là, c'est l'approche qu'on a dans l'hôpital, c'est quoi par rapport à ça? Parce que je suis d'accord avec toi, tu sais, on va pas commencer à faire des contentions chimiques pour quelqu'un qui veut aller fumer, alors que, tu sais, il est dans son droit là, de refuser certains traitements, puis là, ça amène tout l'enjeu de est-ce que je suis vraiment en train de bien le traiter? Oui, on le sait que le tabac, c'est pas bon pour lui, mais je suis vraiment en train de bien le traiter si on le fait signer un refus de traitement, il quitte l'hôpital juste pour aller fumer
une cigarette, puis on l'empêche après ça d'avoir sa coro, puis peut-être ses stands. C'est comme... Une cigarette de plus parmi 10 millions qui a fumé dans C'est pas ça qui fait la différence, là. Fait que j'ai pas mal... Après la discussion avec le patron, ma vision là-dessus, c'est j'essaie pas de rentrer en conflit avec les autres. J'essaie souvent de les trend tranquillement vers les thérapies de remplacement, juste de dire « Hey, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème », mais comme juste pour pas que vous ayez à y aller aussi souvent. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne quelque chose juste pour étirer un petit peu le temps entre chaque cigarette? Comme ça, comme il va y avoir moins de conflits avec l'infirmière, nanana. Puis je dirais comme la majorité du temps, ceux qui voulaient pas de thérapie de remplacement, finalement, à cette étape-là, ils sont intéressés d'en avoir une juste pour ce côté-là, de pas tout le temps se pogner avec le nursing. Ce que j'ai trouvé difficile dans cette situation-là, c'est que toi, t'es de garde, il est 3 heures du matin, t'as comme plein d'autres patients que tu dois couvrir. T'as la pression du patient, mais t'as aussi la pression du nursing, que eux, ça fait genre 2 heures qu'ils deal avec ça parce qu'ils veulent pas te réveiller ou au moins te déranger pour ça avant que ça devienne trop important. Mais ils te mettent aussi de la pression. Bon, fais-le signer son refus de traitement ou donne-lui de la contention. Ou, tu vois, ils essaient un petit peu de te guider vers une direction ou l'autre alors que t'es un peu pris là-dedans. Puis je pense que, tu sais, pour terminer avec le podcast sur les patients difficiles, là, on parle de nursing, puis on parle des patients, puis je pense que l'important là-dedans, c'est toujours comme, pas juste, parce que c'est confrontant pour nous, mais pas juste penser à nous, mais penser à l'autre personne. Premièrement, la nursing qui nous appelle, comme tu dis, il y a du vécu aussi, c'est eux qui interagissent beaucoup avec eux. Puis les patients aussi, comme tu dis, des fois, si on creuse, on peut trouver des raisons, puis pouvoir les aider d'une autre manière. Fait que c'est juste oui, il y a souvent des situations difficiles en médecine, mais il faut quand même rester ouvert puis essayer de calmer le jeu. Puis on a quand même un beau rôle en tant que résident, surtout en première ligne, là, dans les stages ectopiques, de faire ça, puis d'apprendre à le faire d'une manière optimale. Ouais. Bon, mais ça conclut un peu ce qu'on voulait jaser aujourd'hui. Pour le mot de la fin, on s'excuse un peu ça a été un peu plus mouvementé les derniers mois pour mes collègues et moi. Fait que il y a eu un petit délai entre les podcasts, mais on en a fait 2 aujourd'hui, puis on va les publier pour votre écoute, puis j'espère que vous allez apprécier. Bonne journée.